Un, 2, 3. 3, C'est bon. go. Salut Alpha, podcast numéro 4. Et nous sommes ici avec mon correspondant de Paris, monsieur Alan Nobili. Mon ami, ma man, comment ça va? Salut Alpha, bah ça va bien. Bienvenue à Paris. Bienvenue. Cette petite soirée en famille, c'est super. Je suis très content de te retrouver. Ouais. Vas-y. Écoute, je vois ton appart. Ouais, ça fait du bien de voir un appart vraiment parisien. Là, ça me change de Winnipeg. Là, on sent tout de suite que voilà, on est dans quel arrondissement là? T'es dans le 16e, 17e, c'était où là? Si on est dans le 18e, on est à Montmartre. Oh, ouais. Donc à peu près à. Puis de ce côté-là, vous ne verrez pas. C'est Junon. Salut Junon. On a la vue sur Paris. Elle n'entend pas, il n'y a que moi qui entends. Oh ouais. Attends. On enregistre, chérie. Allez. Y a pas de problème. Bonjour, comment tu vas? Tu parles anglais encore? On peut une question. Ouais, elle parle anglais encore. Vas-y. Pose-moi les questions que tu voudras après. Y a pas de souci. En tout cas, ça fait du bien de te voir en famille. D'accord. Et ça fait du bien de voir que voilà, il y a de la vie malgré le confinement. Confinement ne signifie pas que la vie s'arrête, mais bien au contraire, s'il y a un moment où il faut être vraiment en vie, c'est pendant ces périodes où justement on entend beaucoup de nouvelles négatives, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Et je pense que c'est important ces temps-ci justement de se donner de la force et de se donner le plus d'ondes positives possible. Donc j'aimerais tout de suite au milieu de tout ça que tu puisses un peu te présenter. Moi je te connais, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais un peu que tu puisses un peu parler de toi et voilà un peu. Donc raconte un peu, puisqu'on a beaucoup de choses à se partager, mais je veux que les gens sachent un peu plus. Ben, je crois que le lien qui nous unit, il y en a deux fondamentalement. Il y a d'abord Winnipeg, parce qu'il y a à peu près un peu plus de 4 ans, j'ai été propulsé, ma famille et moi, au Manitoba, où j'habitais du côté de River Heights, et j'avais ma vie là-bas, j'avais mon travail avec l'Alliance française, et puis surtout aussi plutôt avec... deuxième lien, c'est la musique. On pourra en parler plus tard parce que effectivement, j'adore toutes les musiques, et y compris le rap. Et on a fait pas mal de belles choses ensemble. On a fait des concerts à l'Alliance française. J'ai même un souvenir assez drôle où je passais des disques au Festival du Voyageur et tu étais monté sur scène et tu avais pris le micro. Ça, c'était génial aussi. Voilà, donc j'étais parisien avant de partir à Winnipeg. Je suis redevenu parisien. J'ai gardé le contact avec le Manitoba. Et ça m'intéresse vraiment beaucoup ce qui se passe. Donc oui, on vit le confinement, nous aussi. Ça a commencé il y a 3 semaines. T'as raison, c'est ça, c'est l'occasion de retrouver aussi les potes. Donc avec les applications, alors nous on utilise Zoom comme là, où il y a aussi House Party et puis d'autres. Parfois on se retrouve à parler d'une manière forcément un peu différente, mais on recrée une communication, et ça je trouve ça hyper chouette parce que voilà, on recrée des liens. Donc je suis hyper content de ça, même si effectivement c'est pas la même chose quand même. Mais c'est très chouette. Voilà. Donc quand tu m'as proposé de te faire Salut Alpha, j'ai pas longtemps hésité parce que j'ai très envie de faire Salut Alpha, et avec toi ou par toi aussi nos potes qu'on a en commun, nos potes de la musique, nos potes du Manitoba. Ouais. Je les salue aussi au travers de cette petite émission
sur Internet. Donc, salut tout le monde. Ouais, ben voilà. Ici, c'est Alan, en direct de Paris. Je suis revenu à la maison. Donc ça c'est chez moi, ouais. C'est ça qui est bien, c'est que justement, comme tu dis, on s'est rencontrés au Manitoba, à Winnipeg, et ce que je trouve qui est drôle, t'as débarqué, toi, toute la clique, toute la famille, les enfants, Armel, ta femme, et vous êtes arrivés dans un coup de vent comme ça, comme si, voilà, vous êtes senti à l'aise tout de suite. Vous nous avez mis à l'aise, nous, alors que vous veniez de l'étranger. Et puis, il y avait une facilité un peu dans ta manière d'aller à la rencontre des gens. Bien sûr que tu avais un mandat, tu avais un travail à faire, mais je pense que ce qu'on a apprécié beaucoup, en tout cas nous, la communauté ici à Winnipeg, c'est que vraiment tu as pris les initiatives sans attendre qu'on puisse te montrer. Vous êtes venu à l'aventure. Et non seulement vous êtes venu pour vivre une aventure, mais vous avez pu nous partager chaque étape de votre vie un peu. Toi, dans ton mandat en tant que directeur de l'Alliance française du Manitoba, bien sûr, qui est quand même un poste assez important, il y a des responsabilités, il y a quand même tout ce côté institutionnel. Tu es censé représenter quand même une institution, mais en même temps, c'est aussi un style de vie et une manière d'aborder la vie que tu nous as aussi partagé. Et donc, par rapport à ça, j'aimerais aussi savoir un peu d'où te vient, au fait, cet état d'esprit de pouvoir, parce que tu es venu, tu as quitté ton Paris, vous vous êtes installé, vous avez partagé votre passion pour la langue française, mais aussi votre passion pour l'art, la culture, la musique. On a créé des événements ensemble. Moi, je me rappelle de ma sortie d'album Jazz Inuit. J'ai fait ma présentation d'album à l'Alliance française. J'ai fait mes listening parties, mes soirées d'écoute à l'Alliance française. Et puis, au bout de 4 ans, ton mandat s'est terminé et vous êtes reparti tout de suite à Paris. Et puis... Voilà, comment est-ce que tu fais pour te déraciner et puis t'enraciner aussi rapidement? D'où te vient en fait cet état d'esprit-là? En fait, je pense que c'est surtout que à Winnipeg, il y avait un terreau quand même très fertile pour ça. C'est-à-dire que c'est pas compliqué. Enfin, pour moi, j'étais pas du tout le seul à débarquer de France, à m'installer. En fait, c'est tout le monde quasiment qui fait ça, à part les autochtones qui sont là depuis bien plus longtemps. Mais au final, la majorité des gens aujourd'hui, c'est des gens comme nous qui débarquent d'ailleurs. Voilà, pour moi, c'était simplement partager en fait ce que je vivais. J'ai l'impression qu'aussi les autres pouvaient le vivre en fait. Donc je me sentais pas du tout différent. Je me suis très très vite senti comme un Manitobain ou quelqu'un qui avait sa place en tout cas là-bas. J'en profite pour saluer ça c'est le côté institutionnel, mais pas que. Mais je salue aussi mes amis de l'Alliance française du Manitoba, que je suis évidemment avec attention sur les réseaux. Et puis, bon, je trouve ils continuent, ils font un super boulot. Donc, félicitations. Je salue Marie Lemonnier aussi qui m'a remplacé. Et voilà, j'ai la chance d'être de temps en temps en contact avec elle et toute l'équipe. Donc, voilà, je les salue bien, je les encourage aussi dans cette période qui est aussi compliquée pour eux parce que l'Alliance, c'est un lieu physique où les gens se rencontrent. Tu disais que nous, on s'était rencontrés là-bas. En fait, on a fait des choses là-bas. Mais il y a aussi plein de gens qui, tous les jours, venaient apprendre le français et passer le pas de la porte. Donc, aujourd'hui, ils sont plus là. Ils sont certainement aussi dans des classes virtuelles par Zoom. Donc, voilà. Donc, à la base, le terreau était fertile. On est au Canada. On est un pays aussi d'immigration. Des gens qui débarquent, il y en a tous les jours. Et donc, j'avais envie de rencontrer, j'étais très curieux de rencontrer des gens. Et j'avais beaucoup de chance parce que mon métier, me permettait en fait d'aller rencontrer des gens que je voulais. C'est un peu le fil rouge de ma carrière professionnelle en fait. J'ai toujours travaillé aussi dans des écoles de langue. C'est plus ça d'ailleurs que la culture ou la musique au niveau professionnel. Aujourd'hui, je travaille à l'Alliance française de Paris. On accueille à peu près 12 000 personnes. C'est le gros centre d'apprentissage du français à Paris. Et voilà, je me suis nourri. J'avais besoin de ça pour faire bien mon métier.
J'avais besoin de comprendre et vraiment comment ça fonctionne et j'ai besoin de faire des rencontres. Et je me suis aperçu en quelques semaines que c'était hyper facile. Tu vois, s'il fallait que je parle à, tiens, il y a un orchestre symphonique, on va parler aux gens de l'orchestre symphonique. Et hop, en quelques coups de fil, et une rencontre, j'avais rencontré les gens de l'orchestre symphonique qu'on trouve à Winnipeg, comparé à la vieille Europe où les gens sont pétris de certitude, ils sont dans leurs univers quand même hyper conservateurs. Hein, ça, Et puis, moi, je me sentais pas spécialement jugé. Bon, bien sûr, des fois, j'étais français de service, mais en même temps, ça m'emmerdait un petit peu parce que bon, je suis pas que ça non plus. Mais je comprenais. Donc, au final, voilà, c'est grave quand même d'aller vers les autres. Ouais, mais c'est ça. Et je pense que et c'est bien que tu parles surtout du mandat de l'Alliance française jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment important de comprendre que c'est plus que juste apprendre une langue. C'est vraiment, la langue est connectée à une culture, la culture est connectée aux gens qui la font. Donc, je pense que pour toute personne qui veut apprendre une langue, c'est d'abord vouloir apprendre une culture, rentrer dans une communauté. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on voit très bien. En tout cas, moi aussi, je salue au passage les gens de l'Alliance, les deux maris et puis toutes les personnes qui sont impliquées. Parce que oui, ils font un travail formidable justement pour continuer à promouvoir pas simplement une langue, mais le vivre ensemble, tout simplement. On parle souvent du vivre ensemble, mais ça passe par la communication, par le langage, par la culture, par la musique. Alors, bien sûr, on va parler musique parce que tu es aussi, t'es quand même un DJ là. Hein. On n'a pas n'importe qui là, les gars. On a quand même DJ. Alors c'est quoi ton nom? Parce que nous on te connaît sous différents noms. On sait que t'avais plusieurs noms. T'avais Ketchup Chips, Alan Aloha. Donc voilà. J'aimerais aussi que tu nous parles un peu de ta carrière à ce niveau-là, même si on ne peut pas parler. Mais t'as quand même grandi avec les disques et t'es à fond là-dedans là. Oui, c'est pas une carrière. Hein. Ma carrière, j'ai beaucoup de respect pour les artistes. Je sens que j'ai une affinité avec eux, mais je me sens pas faire une carrière d'artiste et pas de DJ. En revanche, pour moi, c'est très très important la musique. Ouais. Et j'ai besoin de musique pour tout. J'ai besoin de musique chez moi, bien sûr. Et lorsqu'il y a des rencontres, des choses sociales, on va dire. Mon oreille, elle est hyper attentive à ce que, voilà, je peux pas faire autrement que voilà, je me dis, c'est toujours mieux lorsqu'il y a de la bonne musique. Bah ouais, il faut que ça fait partie de l'ambiance. Je veux dire, même la nature nous enseigne. Tu sors, les oiseaux chantent, il y a différentes sonorités. En plus, juste en parenthèse, avec le confinement, tu vois, maintenant, souvent, tôt le matin, je sors ici, tu as des grands espaces, c'est ça l'avantage un peu du Canada, tu as des grands espaces, tu peux te promener. Souvent, je profite tôt le matin pour partir parce que, voilà, c'est encore, le terrain est vague, là, vide. Mais maintenant, avec le fait qu'il y ait moins de gens dehors, tu entends beaucoup plus les différents sons de la nature et tu te rends compte que, voilà, une bonne atmosphère passe aussi par le son, par la musique, par des vibrations. Et c'est clair que c'est important ce que tu dis, créer un environnement sonore pour mettre les gens à l'aise. Donc, ouais, vas-y, continue à élaborer. Ce qui a été un peu décisif, moi, dans mon rapport à la musique, c'est bon, déjà, quand j'étais petit, je faisais des playlists, tout ça. Mais j'imaginais des soirées où je passais tous les disques. Donc, j'avais déjà en tête tous les morceaux, et les moments de la soirée, il fallait pas tel ou tel morceau. Et après, il y a eu les disques vinyles, tu vois. Mm-hmm. Quand j'ai commencé à en acheter, à les collectionner et à voir que les sons étaient immédiatement corrélés à des souvenirs. Et moi, quand je prends un disque chez moi, souvent je sais quand je l'ai joué et ce qui s'est passé. Parce que je suis pas un DJ artiste, je suis un DJ de fête, moi. Au Manitoba, et à un moment donné, Joseph Pelletier du Cercle Molière, du Théâtre Cercle Molière, m'a dit ouais, je sais que tu collectionnes des disques, est-ce que tu veux pas mettre des disques? Et c'est comme ça que là-bas, j'ai en fait levé le masque et que après, je pouvais faire les deux. Donc au retour à Paris, d'ailleurs, ça a pris du temps avant que
je me remette à jouer. Je l'ai fait pour une fête à laquelle, personnellement, avant au départ au Manitoba, c'était une fête en Picardie. Où j'allais quasiment tous les ans dans une grange. Et donc, c'était le retour d'Alan Aloha. Pourquoi Aloha? Parce que j'ai habité en Polynésie, j'ai grandi en Polynésie, j'ai commencé à travailler en Polynésie, à Tahiti. Ah, et apparemment, tu voyagé. Donc voilà, Alan est en train de revenir un petit peu ici. Donc voilà, je fais des playlists. Et le confinement, effectivement, c'est un peu idéal pour écouter les phases B, pour réécouter les morceaux que j'ai pas écoutés depuis longtemps et trouver parfois des pépites, quoi. Mais il me semblait que tu étais pas résident dans un club à l'époque ou J'étais résident. Ouais. J'ai eu une époque où je jouais toutes les semaines le mercredi soir dans un club rock à Paris qui existe encore, le Twiskel. Donc c'est un peu le temple de la jeunesse rock. Oui, en fait là c'est spécial parce que on est en train de clapper, il doit être 8 h du soir ici. Ok. Et les enfants, enfin, tout le monde, tous les Parisiens sont en train de taper à la fenêtre. Ouais. Ok. Vous voulez voir ça ou pas? Non, ouais, bien sûr, on veut voir ça. Ouais, bien sûr. Ok. On va regarder. Donc, alors, on va applaudir, c'est ça? Ouais, les gens applaudissent, regarde. Ouais. Et c'est quoi? C'est c'est juste pour s'encourager les uns les autres ou ils applaudissent, ils rendent hommage à quelqu'un ou à des personnes? Alors en fait, ils encouragent, ils remercient surtout les personnels soignants. C'est-à-dire tous les gens qui sont dans les hôpitaux et qui travaillent. Parce qu'effectivement, mon épouse est urgentiste, Armelle, elle va peut-être venir ce soir. Et voilà, donc tous les soirs, on a pris l'habitude à 8 h de taper. Et ce qui est chouette, c'est qu'on regarde les voisins, on fait des signes, on fait... Et ça crée des connexions aussi avec des gens qu'on ne connaissait pas forcément. Ouais. On est quand même embarqué dans une aventure collective. Alors, Paris, c'est une ville extrêmement compacte. On est 2 millions sur quelque chose qui est un peu comme le centre-ville de Winnipeg. Et donc, on est très proches des uns des autres. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que le Covid peut très vite être propagé. Mais voilà, donc c'est le moment de ces 8 h tous les soirs, et c'est dans toute la France, et je pense que les Italiens et les Espagnols le font aussi. Ouais. J'ai vu ça à Montréal aussi, je viens juste de voir une vidéo d'un ami qui a diffusé ça aussi, c'est aussi les pompiers ou les policiers ou tout le monde est en train, ils font des parades, et des parades par exemple, des défilés. Il y a même eu un défilé des enseignants même, parce que justement ici les écoles maintenant tout va se faire à distance, donc par correspondance, et donc tous les profs sont chez eux en train de préparer des cours. Je sais qu'il y a au Québec quelque part, ils ont fait des défilés d'enseignants, donc une grande parade automobile, et c'est bien, c'est important justement vraiment de saluer le courage de tout le personnel, tous ceux qui travaillent dans les soins de santé, tous nos enseignants, tous ceux qui sont vraiment impliqués. C'est là où on commence vraiment à se rendre compte de la chance qu'on a de vivre dans des pays où justement l'État prend ses responsabilités, que ce soit les services de l'ordre, que ce soit tous les gens qui sont là pour prendre soin de nous en fait. Et je pense que, ouais, comme tu dis, ça crée des liens. J'espère qu'on va en ressortir des meilleures personnes suite à ce confinement. Ma question maintenant, c'est, je me dis, on est tous en train de se poser la question, le after confinement, c'est quoi le après, tout ça, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais plus concrètement, on parlait des sorties, on parlait des endroits où les gens se rassemblent, les cafés, les restaurants, les bars, t'es DJ et forcément, et surtout te connaissant, moi je me rappelle des soirées chez toi où c'est du monde qui vient. Alors par rapport à ça, qu'est-ce qui va changer, tu penses? Est-ce que tu penses que les gens
ça va changer les mœurs ou pas? Parce que si au bout de 2, 3 mois, on ne sait pas combien de temps ça dure, quel impact ça pourrait avoir sur les rassemblements sociaux, tout simplement, à ton avis? Alors, bah, c'est surtout, c'est difficile de répondre parce que je pense qu'aujourd'hui, on a compris qu'il faut regarder ce qui se passe dans les pays qui sont plus en avance sur la pandémie. Donc, par exemple, on s'aperçoit qu'à Hong Kong ou en Chine, bah, ils se méfient du retour de la deuxième vague, en fait. Donc, ouais, alors, c'est difficile. Mais c'est sûr que moi, au bout de 3 semaines, d'un point de vue très, très personnel, j'ai déjà très, très envie de retrouver mes congénères et de me retrouver physiquement dans un lieu où on danse et tout, où on se rencontre. En fait, on est face à un truc, on ne sait pas où ça va nous mener. Donc, il faut vivre au quotidien et faire en sorte que ce machin passe le plus vite possible. Mais toutes les conséquences, elles sont énormes. Il faut imaginer, voilà, voir Paris, une ville gigantesque comme ça, s'arrêter du jour au lendemain, parce que effectivement, ici, l'arrêt, ça a été très très violent. On s'y attendait pas du tout. Moi, j'étais en Allemagne quand c'est arrivé, j'étais à Berlin. Et j'ai eu la chance, il y avait 2 vols qui rentraient de Berlin ce soir-là, un était annulé et je suis monté dans l'autre. Et j'ai compris, je voyais tous les gens, tous les Français qui étaient dans l'avion, qui regardaient Macron en train de prononcer son discours où il disait que ça allait fermer. Bon, c'est un truc très très fort et qui n'a pas forcément, qui n'a pas été très facile à gérer la première semaine. Donc pour l'avenir, ben, ce qui est clair, c'est qu'on est en train d'inventer des trucs. Et ça, il y a pas mal de créativité. Ça se voit rien qu'en surfant sur le web. Moi, si ce soir je vais écouter de la musique que j'aime, ou la musique justement qui vient des clubs techno d'Allemagne, bah, je me log et je me trouve face à un DJ qui est tout seul dans un club et qui va jouer pour nous à distance. Et c'est génial. Donc, il y a plein de petites choses comme ça, mais quand même, ça n'égale pas le contact, quoi. Ouais, mais je sais, je sens la frustration même dans ta gestuelle. Le social, parce que souvent on parle, on parle de l'impact financier, on parle de l'impact ceci économique, bien sûr que beaucoup, on ne sait pas tout ça, mais de la santé, etc. Mais surtout le côté humain, social, c'est-à-dire comme tu dis, de ne pas pouvoir embrasser un membre de ta famille, c'est fou, quoi, tu vois. C'est ces choses-là où tu sens vraiment qu'il y a... Et je pense à nouveau que on ne peut que tirer des leçons sur l'importance, la valeur des choses, des simples choses de la vie. Le bonjour. Moi, je me retrouve en train de me promener dans mon quartier et... parce qu'on a encore la chance, nous, au moins, de pouvoir se promener, parce que, voilà, on n'est pas aussi durement affecté qu'en Europe ou en France. Mais même, on a quand même nos 2-3 mètres de distance. Mais juste croiser quelqu'un dans la rue, on a envie de lui dire salut. Tu vois, salut, bonne journée, etc. Tu vois, ces choses-là qu'on prenait pour acquis ou qu'on négligeait, tout à coup, le sourire d'une personne, voir quelqu'un dans la rue, dire bonjour, saluer quelqu'un, du coup, ça devient tellement précieux. Et voilà, quoi. Donc, on prie que, oui, il y aura un retour à la normale, à la vie physique, à la vie et non virtuelle. Voilà. Alors, je veux parler quand même musique. On a commencé à parler musique. Alors, bien sûr, malheureusement, le Covid a fait des victimes, bien sûr, parmi beaucoup de monde, tout le monde, et on voit que ça touche également des gens plus connus, des gens de la musique, des légendes, carrément. On a appris le décès le mois passé d'un géant de la musique, un géant de l'Afrique, mais de la musique en général, Manu Dibango. Manu qui avait je crois 86 ans, un homme qui était quand même en forme, un homme jovial et tout, qui nous a partagé, c'est ça, il a partagé son cœur à travers la musique. Manu Dibango, c'est quand même plus de 65 ans de carrière, quoi. Tu sais que c'est quelqu'un qui a eu un impact sur toutes les personnes qui l'ont croisé, que ce soit aussi bien en Afrique, que ce soit en Europe, partout.
c'est l'histoire de la musique. Il faut savoir que Manu Dibango, pour ceux qui ne savent pas, même il est né au Cameroun, mais à 15 ans, il a débarqué en France dans les années 40. Et il a tout de suite été adopté par son environnement. Et puis, tout de suite, il a influencé, il a travaillé avec des jazzmen, il a travaillé avec des gens de la variété française. Il a énormément contribué aussi au mouvement des indépendances de l'Afrique. Il faut savoir qu'en 1960, pour ceux qui ne savent pas, bon, moi je suis congolais d'origine, donc le Congo a une grande histoire aussi. Dans les années 60, il y a eu l'indépendance du Congo. Et lui se retrouvait à Bruxelles, puisque c'était le Congo belge à l'époque. Et pour ceux, un petit pan de l'histoire ici, la délégation congolaise dirigée par Lumumba à l'époque a essayé de négocier l'indépendance du Congo à Bruxelles, à la fameuse table ronde. Et cette délégation congolaise est venue avec des jazzmen, des artistes de Kinshasa pour aller enregistrer aussi de la musique à Bruxelles. Et il se trouvait que Manu Dibango était là-bas, à Bruxelles, parce qu'il faisait pas mal d'allers-retours entre la France et la Belgique. Il jouait dans des clubs à Bruxelles, il jouait du jazz avec des gens comme Toots Thielemans, c'était des gens comme ça. Et il s'avère que l'orchestre congolais qui était sur place recherchait un saxophoniste pour enregistrer, pour faire quelques enregistrements. Le saxophoniste congolais était malade, donc du coup ils ont demandé à Manu de pouvoir intégrer l'orchestre pour ses enregistrements. Et Manu a fait partie de l'enregistrement Indépendance Cha-Cha. Je vais pouvoir le jouer en arrière-fond plus tard, mais Indépendance Cha-Cha, c'est l'hymne de l'indépendance du Congo. Et puis à partir de là, sa carrière est lancée où il devient vraiment un chef d'orchestre. Et puis plus tard, on va le suivre en France dans les années 60, dans 68 et 71, une émission qui s'appelle Pulsation. Alors tu peux retrouver toutes ces archives là, voilà, Pulsation. Et lui souvent jouait avec son orchestre, le Manu Dibango Orchestra. Et puis plus tard il y a Sol Makossa, mais énorme bonhomme quoi qu'on a perdu. Mais sa musique, un catalogue de fou. Là on est en train de voir tout ce qu'il a produit, c'est énorme quoi. Manu Dibango, pour moi, effectivement, c'est Saul Makossa, mais c'est aussi l'histoire de Saul Makossa, c'est quand même aussi un truc incroyable, puisque c'est la phase B d'une chanson qui avait été faite pour l'hymne en fait, de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est aussi lié au foot. Donc il y avait phase 1, c'était là, donc l'hymne de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis la phase B, c'est Saul Makossa, et c'est ça qui va exploser. Moi, quand j'allumais la télé, où je regardais des émissions dans les années 80, il y avait toujours Manu Dibango, à un moment donné, avec son saxo. Il jouait avec tous les plus grands artistes du monde entier. Et voilà, donc effectivement, c'est un grand nom de la musique et de la musique francophone aussi qui s'en va, qui est parti. Voilà. Il y a des artistes qui s'en vont, il y a aussi des sportifs, Papé Diouf. C'est aussi un homme très important du football français, qui lui est aussi parti à cause du Covid. Ouais. Repose en paix. Et puis Michel Hidalgo, je ne sais pas si c'est pas lié forcément, mais voilà, on a entendu parler aussi de lui, qui était quand même le sélectionneur de la fameuse la fameuse équipe de France en 1982, quoi. Donc c'est quand même une grosse équipe là on parle là on est un peu old school à l'ancienne, ça c'est même avant les Zidane et tout, mais il y avait une grande équipe de France à l'époque de Platini, Marius Trésor, tous ces gens là, voilà, donc Michel Hidalgo, grand homme dans le sport. Et puis du côté aux États-Unis aussi, des gens qui sont partis, il y a Ellis Marsalis qui est un grand jazzman, le père de Winston Marsalis, je ne veux pas dire de bêtises, mais sinon Bill Withers qui est décédé aussi, non pas du Covid-19, mais grand artiste, parce que Bill Withers, au fait, ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est quelqu'un qui est rentré dans l'industrie de la musique très tard. Je pense à 32 ans seulement qu'il a commencé vraiment à rentrer, vraiment à prendre ça plus au sérieux. Et il écrivait beaucoup, il écrivait des chansons
mais des chansons qui touchaient, parce que lui, il est vraiment, comment on dit ça en anglais, blue collar work, c'est un ouvrier, quoi. C'est un homme qui a travaillé, qui a charbonné, et puis la musique, ça faisait partie un peu de ses passions. Mais dès le départ, il s'est dit qu'il voulait pas faire partie de l'industrie de la musique. Il disait que c'était pas forcément un truc. Il a jamais été attiré par tout ce côté glamour. Et c'est ce qui est touchant aussi dans sa musique, c'est qu'il n'y a jamais eu ce côté bling bling. C'est un type très très simple, très sociable et très authentique, dans le sens noble du terme, et qui a toujours gardé les pieds sur terre, et même ça se ressentait dans tout ce qu'il faisait, que ce soit des chansons comme Lean on Me ou bien Ain't No Sunshine. Moi, une chanson qui me touche le plus, c'est sa chanson qui il parle d'un vétéran de la guerre du Vietnam, quelqu'un qui retourne de la guerre, et sa chanson s'appelle I Can't Write Left-Handed. Je vais jouer ce morceau-là. I Can't Write Left-Handed, j'arrive pas à écrire de la main gauche. C'est une manière de cacher le fait qu'il a été amputé de sa main droite, et c'est ce vétéran de la guerre du Vietnam qui témoigne tout simplement, et c'est vraiment un hommage à tous ces gens issus de la société américaine et qu'on ne voit pas forcément, mais c'est vraiment un représentant de ces gens, de ces ouvriers, de ces gens qui travaillent, un peu des gens qui sont au front, comme ta femme, ou des gens qui bossent, quoi. Voilà. Exactement. Faut écouter Bill Withers, c'est clair. Alors justement, je vais faire une pause musicale. C'est un prétexte pour faire une petite coupure. Et puis on va se retrouver pour parler encore de 2-3 petites choses avant de se quitter. Merci. On parlait de ton travail à l'Alliance française, l'impact que tu as laissé, et bien sûr, ça continue. Tu comptes rester à Paris pour de bon, si on a bien compris? Tu as un petit retour vers Winnipeg, non? C'est fini, ou ailleurs, non? C'est bon, Paris, c'est bon? Non, j'aimerais bien revenir un petit peu à Winnipeg. D'ailleurs, j'ai eu du mal à partir, en fait. Je suis parti à Paris en juin, je suis revenu ensuite en juillet, puis je suis reparti à Paris, puis je suis revenu en août. Et ça a duré comme ça pendant 3 mois avant que je parte. Mais tu sais, une de mes filles est canadienne, elle est née à Winnipeg. Mes enfants aussi ont des copains, des copines à qui ils parlent régulièrement. Et on a le projet d'échanger, alors peut-être d'abord les enfants, comme on verra certainement Junon, la grande, et puis voilà. Oui, après ma vie professionnelle, elle est là pour l'instant. Je suis très content de pouvoir travailler aussi à l'Alliance française de Paris, parce que c'est un mouvement associatif qui est né à Paris en 1883 et qui après a essaimé un peu dans le monde entier. Et donc, moi, je suis un militant en fait au sein de cette association. Je me sens vraiment comme un militant associatif. Alors, militant, c'est pas, pour moi, ça a une image très positive. Hein. C'est que je veux défendre les valeurs et les missions de l'association qui sont partager la langue française, créer le dialogue interculturel. Mais donc, tu dis que l'Alliance française, pour l'instant, le grand défi, c'est que les gens ne peuvent plus voyager. Donc, c'est quand même, ça représente plus de 50% des clients de l'Alliance française, des gens qui voyagent, qui viennent de l'étranger pour apprendre la langue. Maintenant, le fait que ces personnes, et même le fait qu'il n'y ait plus la possibilité d'avoir des cours physiques, c'est-à-dire en classe, quel sera l'avenir de cette alliance? Est-ce qu'il y a des projets de trouver de nouvelles manières d'exister, ou bien tu penses que c'est un institut qui pourrait être condamné par rapport à tout ce qui, justement, l'évolution des choses, le fait que tout va rentrer dans des plateformes plutôt numériques. Donc, il faut absolument qu'on se transforme et qu'on change en fait notre offre. On est en train de mettre en place, comme toi, des cours par classe virtuelle, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin et imaginer des cours complètement différents. Donc, ça peut être
tout chez nous doit devenir digital. On doit toucher des publics qu'on ne touchait pas. Je pense en particulier aux enfants, aux adolescents qui n'étaient pas dans nos classes ici. On doit offrir des cours particuliers. On doit faire on appelle de la classe inversée, c'est-à-dire le travail est d'abord fait seul par l'étudiant et puis après, c'est dans la classe virtuelle en pratique. Donc il y a tout ça qu'il faut réinventer, mais avec une opportunité qui est absolument incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on s'adresse pas seulement à des gens qui sont dans la capitale, mais des gens qui sont dans le monde entier. Peut-être que demain, il y a des gens qui sont basés à Churchill, au nord du Manitoba, et qui voudront apprendre le français avec des profs basés à Paris. Voilà, donc il y a tout ce truc-là qu'on est en train de réinventer. Donc c'est hyper excitant. Et oui, il y a quand même un risque que ce type d'institution, nous, on est une association privée, il faut qu'on ait les reins solides pour affronter une période où tous les matins, je vais me balader du côté de... Enfin, je vais me balader. Officiellement, je n'ai pas le droit de me balader. Et je vais déposer les enfants là où ils sont gardés. Et puis après, j'en profite pour marcher. Et Montmartre, le Sacré-Cœur, tout ça, c'est absolument désert. Voilà, c'est notre quotidien depuis 3 semaines. Donc, heureusement qu'on a des rencontres comme ça virtuelles. Et je te remercie de les provoquer parce que c'est ça qu'on a en ce moment. C'est ça qui nous remplit. Voilà. Ouais. Non, j'ai vu quelques photos et je pense que ce serait bien de les partager, que l'on puisse voir des vidéos, etc. De voir un peu Paris vide, quoi. Montmartre, personne, c'est incroyable, quoi. Donc, oui, on prie que ça puisse se débloquer, mais évidemment, on a un ennemi qui est invisible à ce niveau-là. Mais voilà. Mais écoute, Alan, moi je suis super heureux d'avoir pu te parler et je sais qu'on pourrait encore parler pendant des heures et des heures et des heures, mais je sais que c'est pas la dernière fois qu'on se voit, Dieu voulant, et j'espère aussi que dans un futur proche on aura l'occasion de se revoir physiquement, parce que c'est vrai qu'on a envie de venir visiter, de revoir la France, de revoir l'Europe tout simplement et de voir nos amis. Mais moi je te souhaite gros hug là, je t'embrasse bien fort, mais je te souhaite à toi beaucoup de bonnes choses, reste en bonne santé, toi et les enfants, prends soin de tes gosses, prends soin de ta femme et envoie-lui toutes les bonnes vibrations positives, même si tu sais pas l'embrasser, dis-le-lui avec de la musique, avec des mots, avec tout ce que tu voudras. Et oui, on applaudit Armel, on applaudit tous. Et vraiment, on est derrière vous, Paris, et on se tient au courant, ok? Merci. Salut Alpha et salut grâce à toi tous les copains du Manitoba. Ça marche. À bientôt, mon ami. Prends soin. À bientôt. Ciao. Merci. Salut. Ciao.